Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de LIF10 qui va être consacré aux transactions sous Oracle. Et ce sera l'unique objet de cette séance. Alors, les problèmes de cohérence et de transaction. Un SGBD, c'est un gros système qui doit pouvoir être capable de gérer plusieurs utilisateurs en parallèle qui effectuent des opérations de lecture et d'écriture potentiellement simultanées. Mais il faut que, à chaque instant, ce qu'il y a de stocké soit dans un état cohérent. Donc on a un mécanisme qu'on appelle les transactions. C'est une séquence d'ordre indivisible qui font passer la base de données d'un état stable. On exécute l'ensemble des opérations, on reste dans un état stable. Si jamais il y en a une qui pose problème, on annule pour toujours rester dans un état cohérent. Donc on parle de propriétés acides pour atomicité, cohérence, isolation et durabilité. Ça c'est typique du SGBD relationnel. Ce sont les garanties fortes qu'un SGBD va vous apporter. Une transaction réussit quand toutes ces opérations réussissent. Ça c'est l'atomicité. La cohérence, c'est que on part d'un état intègre, on arrive dans un état intègre. L'isolation, c'est le fait que des transactions exécutées par des utilisateurs différents ne vont pas chevaucher les uns les autres. Et la durabilité, c'est qu'on va bien enregistrer l'état du système de façon permanente. Notons que dans les nouveaux paradigmes de gestion de données, quand on parle de NoSQL ou de choses comme ça, c'est justement ces propriétés qu'on va relâcher pour avoir quelque chose de plus souple au détriment des bonnes garanties. Là, c'est un héritage quand même des systèmes de base de données qui datent de l'époque où c'était principalement des systèmes bancaires avec des très fortes garanties attendues. Donc en fait, comment ça marche la gestion des transactions? Il y a une transaction qui est en fait implicite, on n'a pas besoin de déclarer le début des transactions en pratique. Par contre, on va pouvoir expliciter est-ce qu'on la valide, c'est ce qu'on appelle le commit, ou est-ce qu'on l'annule, c'est ce qu'on appelle le rollback. On peut aussi faire des points de contrôle explicites pour dire qu'on revient à un certain état intermédiaire. Donc, il faut noter quelques points. Pendant qu'une transaction est en cours, seul l'utilisateur qui a fait les modifications les voit. Donc si vous faites un insert suivi d'un select étoile, vous allez voir votre tuple inséré ajouté dans la liste. Par contre, si un autre utilisateur fait la même requête, il ne va pas le voir. Il va falloir que vous fassiez un commit pour qu'il soit disponible à tout le monde, qu'il soit persisté. En cas de fin anormale, donc si vous quittez n'importe comment SQL Developer par exemple, vous aurez automatiquement un rollback des transactions qui ne sont pas terminées. Alors, le début des transactions est implicite. Il va commencer en fait dès le début de votre script et la transaction va persister tant que vous n'avez pas fait de rollback ou de commit explicite ou de rollback de commit implicite. En effet, il y a certaines opérations qui sont, on dit auto-commit. Donc là, typiquement, c'est si vous faites un create table, ça va faire en fait un auto-commit. Donc vous allez commencer une nouvelle transaction. Vous allez terminer l'actuelle et commencer une nouvelle transaction une fois que le create table sera effectué. Le SGBD dispose de mécanismes de verrouillage pour gérer les conflits d'accès. On va voir un peu ce que c'est, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors voici un exemple qu'on va exécuter sous SQL Developer. Donc on imagine une petite table de transactions avec juste deux attributs. C'est juste pour l'exemple. Au début, elle est vide. On va ajouter un premier tuple, ajouter un deuxième tuple et créer un point de sauvegarde. Donc si on fait rollback, on pourra revenir à cet endroit précis. Donc ici, j'ajoute un nouveau tuple, je fais un nouveau point de sauvegarde, je rajoute un quatrième tuple. Donc ici, si je regarde le contenu, l'utilisateur courant voit les 4 tuples insérés. Par contre, un autre utilisateur verrait rien. Alors, si on revient au point B, c'est celui qui a été créé juste avant l'insertion du tuple 4. On va revenir à cet état-là. Si on revient encore, on va revenir à l'état du save point A, c'est-à-dire quand seulement ces deux tuples sont présents. Alors, si on veut enregistrer les modifications, on peut faire un commit. Alors, notons que la syntaxe
permet de mettre un commentaire quand vous faites cette opération. Voilà. Et ici, vous voyez toujours le même contenu. Par contre, il sera visible des autres utilisateurs et il sera persistant dans la base de données. Voilà, c'est les exemples que vous avez ici dans les slides. Alors, par rapport au mécanisme de trigger, le trigger est considéré comme une extension de la transaction en cours. Si vous faites un insert et qu'il y a un trigger sur votre insert, vous allez avoir finalement les opérations effectuées par le trigger dans le même bloc. Donc c'est pour ça qu'en fait commit et rollback sont interdits. Vous créeriez, si vous utilisez ces opérations, des nouveaux blocs ou des nouveaux sous-blocs. Donc ça briserait l'atomicité. Donc a priori c'est interdit. Alors vous avez une solution qui est d'utiliser le Pragma Autonomous Transaction, qui dit que en fait ce que va faire le trigger, ça sera dans une nouvelle transaction indépendante de la première. Alors il faut voir que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux, parce que dans l'exemple du logging des employés qu'on avait fait dans le cours précédent, si votre insertion échoue dans la table employée, mais que votre trigger a réussi à faire l'insertion dans la table de logging, si vous faites un rollback, vous allez supprimer le tuple dans employé, mais par contre, vous n'allez pas supprimer le tuple dans la table de logging. Donc là, vous allez vous retrouver dans un état incohérent. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez dangereux. Donc si vous autorisez ça, là, vous aurez le droit de faire des commits et des rollbacks relatifs à la transaction du trigger. Les niveaux d'isolation, c'est en fait les garanties que le SGBD va vous apporter sur la concurrence des actions effectuées simultanément dans la base. Donc, vous pouvez spécifier le niveau d'isolation. Donc, vous voyez de read uncommitted, committed, repeatable read, serializable. La dernière, c'est la plus puissante, c'est celle qui apporte le plus de garanties, mais ça veut dire aussi le plus de contraintes. Si vous autorisez ici, vous pourriez avoir plusieurs personnes qui pourraient voir des contenus qui évoluent en parallèle, vous assurez une forme de cohérence, de consistance qui est relativement faible. Ici, vous aurez quelque chose de meilleur, mais ça veut dire qu'il y a les cas où des utilisateurs font des actions simultanées, il y en a certains qui vont être refusés parce que justement, on pourrait garantir, on ne pourrait pas garantir qu'un état cohérent soit obtenu à chaque coup. En pratique, dans Livre 10, on ne regardera pas trop les détails de ces niveaux d'isolation. Mais sachez que ça existe. Voilà, c'est la fin de ce cours, qui était court. Je vous remercie de votre attention.